Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui on va parler coaching. À quoi ça sert de prendre un coach? Et pour vous montrer à quoi ça sert, je vais faire tout simplement ce que je fais quand je rencontre un coureur pour la première fois avant de décider si je le prends en coaching et lui avant qu'il décide si moi je vais m'occuper de son coaching. Par rapport à quelqu'un qui va prendre un plan d'entraînement sur internet ou qui va utiliser une application. Comme ça se fait beaucoup maintenant, il y a plein d'applications où vous rentrez un peu vos perfs, un peu vos dispos et ça vous sort un plan d'entraînement. Il y a plein de gens qui disent c'est très bien, simplement vous allez vite vous rendre compte de la différence parce que moi j'ai fait comme vous dans le passé, je prenais un plan d'entraînement qui n'était pas forcément fait pour moi et puis j'essayais de le suivre, j'adaptais ma vie à l'entraînement qu'on me proposait et j'arrivais souvent à des bons résultats, mais parfois ça coinçait bien entendu. Alors je vais vous montrer comment je fais quand je parle avec un coureur. Et pour ça, pour que ça soit un peu clair, alors j'ai personne pour le faire avec moi, donc je vais m'auto-interviewer. Donc quand je suis comme ça, je serai le coach. Et puis quand je mettrai la casquette, ça voudra dire que je suis le coureur. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais au moins comme ça vous comprendrez. J'espère que le principe il est clair. On va commencer. Voilà, c'est parti. Salut Michel, j'espère que tu vas bien, déjà enchanté de faire ta connaissance. Alors avant qu'on parle d'entraînement, avant qu'on parle de tout ça, moi j'ai besoin de mieux te connaître. Je t'ai envoyé un petit questionnaire, j'aimerais bien qu'on le relise ensemble et que tu te présentes et que tu me donnes un petit peu les détails de qui tu es déjà pour commencer. Ok, pas de problème. Alors je m'appelle Michel, j'ai 59 ans, je mesure 1,77 m et je pèse... alors là aujourd'hui je suis pas en forme, je fais 76 kg et quand je fais des courses j'arrive à être à 71 kg. Je suis coach sportif, voilà, j'ai pas trop d'autres idées. Donc tu me dis ton poids il est à 75 ou 71 kg. 71 kg c'est donc ton poids de forme quand tu te prépares. Est-ce que tu as des difficultés pour atteindre ce poids ou là tu as pris du poids pour quelle raison? Non, j'ai juste pris du poids parce que j'ai fait le marathon de Séville, je me suis blessé et derrière je me suis fait plaisir pendant 15 jours, j'ai mangé un peu ce que je mange pas d'habitude, mais sinon j'ai aucun problème pour atteindre le poids. J'ai tendance à savoir faire attention, alors je mange pas très bien, mais par contre j'arrive au niveau des calories à gérer ça pour tomber et descendre en étant très sec pour préparer les courses. Quand tu me dis que tu manges pas très bien, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que je mange quasiment pas de légumes par exemple, je déteste ça, alors j'en mange un petit peu mais vraiment très peu. Je mange pas de viande rouge par contre, je mange de la viande blanche, je mange beaucoup de fromage blanc comme du skyr. Enfin voilà, je pense que j'ai pas une très bonne alimentation. Mais par contre au niveau calorique j'arrive à me gérer et ça me gêne absolument pas pour l'entraînement. Même si je mange des légumes, je suis même souvent malade parce que mon corps il est pas vraiment habitué à ça. Ok, bon on en reparlera plus tard, mais effectivement ça peut être un petit souci. Au niveau de ton boulot, donc tu m'as dit que tu étais coach sportif, ça veut dire que tu fais ça à temps plein maintenant? Oui, ça fait plus de 10 ans que j'ai monté ma structure de coaching et que je fais ça à temps plein. Avant, j'étais acheteur dans un grand groupe et puis donc je suis passé sur ma vraie passion, c'était le coaching. Alors j'en ai toujours fait en plus de mon travail, mais là je le fais à plein temps depuis 10 ans maintenant, et ce qui me permet également d'avoir du temps pour m'entraîner un petit peu comme je le veux. D'accord, donc avant tu travaillais, tu avais un boulot traditionnel et tu arrives à t'entraîner comment et qu'est-ce que tu as fait exactement? Alors il faut savoir que moi j'ai toujours fait du sport, j'ai commencé l'athlétisme, j'avais 11 ans, j'en ai fait jusqu'à 20 ans, 21 ans. En même temps que ça, j'ai fait des études pour être professeur d'éducation physique, j'ai passé une licence, puis je me suis blessé, j'ai basculé dans un autre domaine, mais j'ai toujours continué à faire du sport. Alors j'ai fait plein de sports, mais j'ai toujours couru, j'ai fait du vélo, j'ai fait du tennis de table. Voilà, le sport c'est ma vie et c'est vraiment la base de ce que je fais tout le temps. J'ai recommencé à courir vraiment et faire plus que ça dans les années 97-98 après une période vélo, et là je me suis remis à courir vraiment. J'ai commencé à faire mes premiers marathons,
jusqu'en 2007 où je faisais que courir, et de 2007 à 2011 j'ai fait du triathlon longue distance. Alors je travaille à côté mais j'arrivais quand même à m'entraîner énormément, et puis je suis repassé sur la course à pied à partir de, on va dire à partir de 2012, et depuis je fais quasiment plus que de la course à pied en compétition bien entendu. Quand tu faisais de l'athlétisme, c'était quoi ton niveau quand tu étais jeune, et quel a été ton niveau un petit peu dans toutes les disciplines que tu as pratiquées? Quand j'étais jeune, j'étais pas très fort à l'athlétisme. Je courais le 800 mètres en 2,06. Alors j'aimerais bien les courir aujourd'hui, mais c'était pas extraordinaire. Je courais le 100 mètres en 11,20, ce qui était correct aussi, mais sans plus. Je sautais 6,30 mètres en longueur. Voilà. Après, j'ai joué au tennis de table. J'étais classé, mais pas super bien. J'ai fait de la muscu longtemps. Alors là, en muscu, j'étais un petit peu plus fort parce que j'étais très fort. J'étais capable de faire des séries de squats à plus de 200 kg, des gros soulevés de terre. Voilà, j'avais pas mal de force. Et puis j'ai fait du vélo pendant 4-5 ans, à un niveau très correct aussi. Alors pas non plus, pas du tout en club, plutôt en cyclo-sportive. J'avais fini 320e à l'étape du Tour, ce qui était mon heure de gloire. Mais voilà, j'avais plutôt un bon niveau. Et quand j'ai fait du triathlon, j'ai réussi à faire moins de 10 heures. Je me suis jamais qualifié pour Hawaï, mais j'ai toujours flirté, puisque j'ai souvent été le premier recalé ou des choses comme ça, avec des chronos sur Ironman sous les 10 heures, malgré mon piètre niveau de natation. Et à côté de ça, donc avant, j'ai fait des marathons avec un record en 2007, donc j'avais 43 ans, à 15 km/h en 2h48. Donc tu as couru des marathons jusqu'en 2007, après tu n'en as plus couru, ou tu en as couru quand même? Qu'est-ce que tu faisais sur Ironman, sur marathon par exemple? Alors ce qui s'est passé en 2007, c'est que j'ai fait 15 km/h, c'était mon objectif, et bêtement mon cerveau s'est persuadé que je ne pourrais pas aller plus vite. Donc à partir de là, j'ai continué à faire des marathons, mais plus pour m'entraîner pour l'Ironman, où j'étais capable de courir un marathon en 3h15, qui était sympa. Mais dans ma tête, je n'avais pas cette capacité d'aller plus vite. Bon, bien entendu, maintenant je sais que c'était une énorme erreur que j'ai fait à ce moment-là. J'aimerais bien de nouveau avoir 43 ans pour courir en moins de 2h30, parce que je pense que je les avais dans les cannes à l'époque, mais je ne le savais pas. Voilà, donc après le triathlon, pour diverses raisons personnelles, j'ai arrêté le triathlon qui me prenait trop de temps, et je suis revenu à la course à pied petit à petit. Et puis on en parlera peut-être plus tard au niveau des perfs, je suppose. Oui, effectivement, donc tu as fait énormément de choses. Donc tu m'as dit depuis 2012 tu ne fais que courir. Alors j'ai regardé un petit peu la fiche que tu m'as envoyée. Je me suis rendu compte que tu avais battu ton record personnel en 2022, donc à 58 ans. Tu as été courir le marathon en 2,45, mais tu l'avais couru en 2,46 l'année d'avant, et depuis tu accumules les chronos dans ces eaux là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que d'un coup tu te remettes à courir aussi vite avec 20 ans de plus? Alors ce qui s'est passé tout simplement, c'est que déjà il y a des nouvelles chaussures à carbone qui m'ont quand même aidé, mais c'est vraiment un détail je pense. C'est qu'en 2018 j'ai décidé de retenter de faire un marathon en moins de 3 heures, en me disant bon, tu as 54 ans, ça serait top, etc. J'ai commencé à m'entraîner pour faire moins de 3 heures, et très vite je me suis rendu compte que en m'entraînant un peu plus qu'avant, en étant un peu plus affûté, etc., j'allais réussir à le faire. Et en 2018 j'ai fait 2h54, et j'étais vraiment super heureux en me disant c'est génial, 54 ans, 2h54. Derrière la pandémie, je suis un peu dégoûté, parce que je me dis bon, c'est trop tard. Et puis 2021, dans le cadre de préparer un de mes athlètes pour qu'il fasse le marathon de Paris en moins de 2h50, je m'entraîne avec lui, et je sens vite que j'ai le même niveau que lui. Et donc au fur et à mesure de la préparation, je me dis mais pourquoi pas tenter ça. Je m'étais inscrit au marathon de Valence, qui était en décembre, et le marathon de Paris cette année-là est en octobre, puisque c'est après la pandémie. Et là j'ai décidé de l'accompagner sur 30 km. Sauf que mon coureur s'est blessé juste avant le départ de la course. Et alors je l'ai fait tout seul. Et puis j'ai tenu mes 4 minutes au kilo. Et j'ai échoué à quelques secondes de mon record perso. Avec un cerveau qui a complètement compris que je pouvais encore aller plus vite. 2 mois plus tard, je faisais 2h46 à Valence. Et à partir de là, je pense que mon cerveau a débloqué complètement. Et encore aujourd'hui, je me dis que je peux tout faire. Et on en parlera tout à l'heure, mais c'est pour ça que j'ai un objectif ambitieux pour le marathon de Berlin cette année, où j'espère à 60 ans courir en 2h44.
c'est classique, quoi. Quand le cerveau croit qu'on peut faire quelque chose, on peut y arriver. Bon, bien sûr, il faut avoir un minimum le niveau pour le faire, mais c'est faisable. On va revenir sur ton histoire perso. Donc, si j'ai bien compris, maintenant, tu es coach à plein temps, donc tu peux t'entraîner tous les jours, ou qu'il y a des contraintes par rapport à ton travail qui font que il y a des jours où tu peux pas t'entraîner. Il y a une époque de ma vie, quand j'ai commencé le coaching, je faisais du coaching en local, et donc je faisais courir des gens pour les faire maigrir, donc je faisais beaucoup de kilomètres toute la journée avec eux, et au niveau entraînement c'était un peu compliqué, mais depuis environ 4-5 ans, j'ai arrêté de faire ça, je ne fais plus que du coaching à distance, hormis quelques cas exceptionnels, ou des prépas avec des athlètes à côté de chez moi, mais toujours là dans le cadre d'entraînement, et donc maintenant je peux m'entraîner vraiment comme je veux, je peux faire du bi-quotidien, même, il y a aucun souci. Ok, donc j'ai bien lu ta fiche. Donc actuellement, tu fais en gros une dizaine de séances de course à pied par semaine quand tu te prépares. Et en temps normal, sinon tu fais 6 séances, voire même 7. C'est-à-dire que tu prends pas de coupure. Et j'ai même vu que tu faisais régulièrement une séance de vélo en plus. Ça te fatigue pas trop tout ça? Alors non, parce que j'ai tellement pris l'habitude de courir lentement, c'est que je cours beaucoup très lentement. Je fais environ sur les 12 séances de course à pied, il y en a 10 qui sont des footings. Alors moi au niveau footing ça va entre 11 et 13 km/h. Je garde 2 séances de qualité. Et le vélo, alors c'est vraiment pas de l'intensité. C'est vraiment, je brûle des calories on va dire le soir sur mon entraîneur dans le garage. Je fais pas du vélo à l'extérieur. J'en profite pour répondre à mes mails, pour texter, etc. Je tourne les jambes, ça me permet de récupérer, mais ça engendre pas du tout de la fatigue. Ok, alors par contre j'ai vu que tu étais quasiment blessé chaque année. Est-ce que tu as une explication ou pas du tout? Est-ce que tu as des pistes quand même? Est-ce que tu penses que le volume de kilomètres est pas trop important? Est-ce que tu penses que ton alimentation qui est pas de qualité est peut-être une des causes? Écoute, j'ai pas vraiment d'idée. Alors je me dis aussi que le fait, alors cette année, l'année dernière, je me suis blessé en faisant des séries rapides, une petite déchirure au quadriceps. L'année d'avant, j'avais eu une déchirure aux ischios. Là, je sors d'une petite déchirure aux ischios. Effectivement, je pense que mon alimentation sans légumes fait que j'ai les muscles qui sont un petit peu plus fragiles. Alors, je cours aussi beaucoup et quand je me prépare, je fais jusqu'à 150 km par semaine. J'ai tendance à pas m'écouter, c'est-à-dire que quand j'ai mal, je me dis que c'est pas grave et que ça va passer. Là, j'oublie qu'en vieillissant, il faut faire un peu plus attention et c'est vrai que j'essaie de me forcer à me reposer. Là, après le marathon de Séville, j'ai coupé 10 jours complètement, ce qui m'était jamais arrivé. Et là, je vais reprendre par du tapis pour le moment. Mais c'est vrai que j'ai tendance à pas m'écouter en me disant, bon, c'est pas grave, c'est juste que tu n'as pas envie. Et donc, c'est comme ça que je me blesse et que des fois, j'aurais pu éviter des grosses blessures en m'arrêtant un petit peu, en consultant. J'ai du mal à aller chez le médecin, j'ai du mal à aller chez les kinés. Il faut vraiment que je sois au bout du bout, et ça par contre je crois que je vais essayer d'arrêter, c'est-à-dire blessure, médecin, échographie, kiné, c'est quelque chose que je fais pas, que je conseille à tous mes coureurs, mais que je fais pas moi. Je vois que tu as déjà pas mal de solutions sur les problèmes que tu peux rencontrer. Est-ce que tu peux me parler de tes points forts? C'est quoi tes points forts pour toi au niveau du sport notamment? Bon, je sais pas si j'ai des points forts parce que au niveau génétique, je suis pas super doué, je suis très correct au départ. J'ai su conserver mon niveau parce que je pense que j'ai cette faculté de toujours croire que c'est possible. Je m'entraîne beaucoup. Je suis au niveau forme, je suis plutôt en bonne forme malgré les années qui passent. J'ai moins de 10% de graisse. Je fais super attention, je bois pas, je fume pas, je sors pas. Je suis vraiment focus sur le sport à 100%, c'est vraiment ma vie. Et je pense que j'ai une volonté, parce que pour que je n'aille pas courir, c'est compliqué. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de m'entraîner. Et même quand j'ai pas envie, je me mets des coups de pied aux fesses pour y aller. Alors c'est même plus de la motivation, c'est presque de la discipline. Je peux pas passer une journée sans m'entraîner. Ça, c'est quelque chose que je fais pas. Ensuite, dans les courses, je suis dur au mal, je pense. Souvent, quand je travaille avec certains de mes coureurs sur leur allure marathon, je me dis, putain, mais ils ont l'air vraiment tranquilles. Alors que moi, sur mon allure marathon, je suis haut en pourcentage, puisque je suis, par rapport à ma VMA, je suis pas loin des 80%, donc c'est dur.
mais j'ai cette volonté en course où j'arrive à pas lâcher. Je pense que un de mes points forts, c'est ça, cette capacité à accepter de souffrir et à tenir et à tenir et à tenir, et à trouver des moyens pour tenir, des moyens mentaux qui permettent de tenir ça. Et puis j'ai une grosse motivation intrinsèque. C'est vrai que je suis content d'être dans la forme que je suis, je pense, pour moi déjà. Et puis j'ai les retours des gens qui sont toujours agréables en motivation intrinsèque. J'ai des gros coureurs de ma région, quand je les croise, qui me disent: Michel, putain, tu es une source d'inspiration, alors que c'est des gamins qui courent le marathon en 2h17, en 2h18. Voilà, donc c'est clair que c'est valorisant, et puis j'ai pas envie de vieillir, je pense aussi, donc ça me motive pour continuer. Et je me dis que chaque année qui passe me rapproche du moment où je serai peut-être un des meilleurs Français de ma catégorie. Là, c'est encore pas le cas, puisque dans ma catégorie, la M60, la génération 64, il y a deux monstres qui me mettent plus de 10 minutes sur marathon, mais peut-être qu'avec les années, je finirai par les rattraper. J'en ai rattrapé beaucoup d'autres depuis. Donc au niveau motivation, t'as aucun problème, je comprends bien. Et est-ce que tu as des points faibles? Est-ce que tu as quelque chose que tu pourrais améliorer, tu penses, pour être encore plus performant en sport? Bon, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'au niveau alimentaire, il faudrait vraiment que je commence à faire attention. Parce que peut-être que si je mangeais plus de légumes, je serais moins fragile au niveau musculaire. Il faut que je m'écoute un peu plus. Quand je suis fatigué, peut-être lever un petit peu le pied, c'est compliqué. J'en suis encore à... Je loupe une séance, je me dis: oh là là, j'ai loupé une séance. Alors que j'explique toute la journée à mes coureurs et que c'est pas grave. Mais moi, j'ai un petit peu du mal avec ça. Donc, peut-être aussi... Non, j'ai pas trop d'autres idées. Je suis honnête, j'ai pas trop d'autres idées en sport. Hein. Dans d'autres domaines, j'ai plein de défauts. Mais en sport, je suis quand même assez constant dans mon entraînement, assez volontaire. J'accepte la douleur, la motivation, je l'ai tout le temps. Donc, je pense que j'ai pas énormément. C'est plus sur la qualité de mes entraînements. Peut-être que des fois, je suis un peu dans des routines que je connais par cœur. Peut-être faire un peu plus de séances de qualité. Là, peut-être que tu vas pouvoir m'aider. Bon, effectivement, d'après ce que j'ai vu, il y a beaucoup de choses qui vont bien. Tu n'es pas le meilleur athlète à coacher, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses que tu connais par cœur. Ça fait tellement d'années que tu cours. En plus, tu prépares des athlètes. Je pense effectivement que la nourriture peut être quelque chose. Je pense aussi que la récup peut être aussi quelque chose. Mais en même temps, je pense aussi que peut-être tu devrais rajouter un peu des séances de qualité dans ce que tu fais. Tu n'en fais que 2 par semaine. Et je pense qu'une 3e séance de qualité, ça serait peut-être pas mal sur le volume. Mais je pense que le point le plus important pour toi, c'est de te remettre à faire de la musculation. Alors je sais que tu as un passé musculation, et j'aimerais comprendre pourquoi tu n'en fais plus depuis plus de 20 ans. Ouais, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je fasse de la musculation pour reprendre de la force. Alors, j'ai un passé muscu, comme je disais tout à l'heure, je fais 71 entre 71 et 75 kilos. Il faut savoir que pendant 10 ans de ma vie, j'ai fait beaucoup de muscu, je suis monté à plus de 100 kilos, j'étais vraiment un bœuf. Je fréquentais beaucoup les salles de muscu, je suis prof de muscu aussi. Et j'ai vécu sur ce capital depuis longtemps, avec aussi un petit problème, c'est que dès que je fais de la muscu, même un petit peu, j'ai tendance à prendre du poids, à prendre du muscle. J'ai même tendance à prendre du muscle quand je fais du vélo. Alors pourtant, je connais tous les protocoles hein, pour pas prendre de poids, mais le problème, c'est que la muscu lourde, ça demande d'aller en salle, voire même à la maison, j'ai un peu du matos, mais ça demande de prendre quand même un peu des risques au niveau de l'exercice. En plus, j'avais énormément de force, donc elle va vite revenir, et si je fais pas tous les exercices de renfort à côté, ça me fait un peu peur. Alors je pense que je vais me remettre à la muscu si tu me le demandes, et que je vais faire l'autre méthode qui est l'endurance de force, c'est-à-dire de longues répétitions avec peu de récup pour récupérer un petit peu de force musculaire pour les fins de course. Parce que mes problèmes en fin de course, les petites douleurs qui apparaissent, je pense que ça pourrait peut-être les régler. Donc je suis d'accord pour enlever une séance de course à pied presque, et pour mettre une séance de muscu par semaine. Voilà, j'allais y venir. Je pense que pour toi, tu cours suffisamment. C'est pas un footing de plus qui va te faire progresser. Donc il est vraiment impératif qu'on mette en place cette séance de muscu qui va te permettre de basculer dans le « je n'ai plus mal ». Je préviens aussi les blessures, et il ne faut pas oublier que la musculation sert aussi à prévenir les blessures. Alors je sais que tu le sais, mais tu ne le fais pas, donc il faudrait vraiment que tu le fasses. Maintenant, on va parler de tes objectifs. J'ai vu que ton objectif principal de l'année, c'était le marathon de Berlin, donc on en a parlé tout à l'heure. 60 ans, 2h44,
Qu'est-ce que tu as envie de faire avant comme course? Est-ce que tu as d'autres courses en tête? Alors non, franchement, alors je veux bien faire des courses de préparation. Maintenant, je sais comment ça marche quand on se met sur une course de préparation, surtout quand on est chez soi, on est obligé d'être à son niveau, de courir à bloc. Et ça m'a coûté cher en préparation du marathon de Valence l'année dernière où j'ai fait un semi trop vite. Donc non, j'ai pas de course spécifique, bien sûr je peux en faire si tu penses qu'il faut que j'en fasse et à quoi ça peut me servir. Mais sinon, oui, mon objectif principal c'est le marathon de Berlin. Alors j'ai le marathon de Valence aussi derrière au cas où ça ne tourne pas bien, mais vraiment j'aimerais vraiment passer sous les 10h45 et battre encore mon record à 60 ans, ça serait vraiment génial. Ok, ben moi ça me pose pas de soucis majeurs. Là, j'adore l'idée qu'on puisse encore aller vite en vieillissant, tu t'en doutes. Alors, est-ce que tu veux qu'on fasse un rétro-planning jusqu'à Berlin? Et je sais que tu es un adepte des préparations longues. Alors, je vois tes vidéos, tu dis toujours qu'il faut faire au moins 12 semaines. Pourquoi toi, d'habitude, tu pars sur beaucoup plus longtemps que ça? Et donne-moi la raison que je comprenne. Alors moi j'aime bien, oui, me préparer sur 20-25 semaines parce que déjà j'ai mon but qui est en place et ça me motive pour aller faire les séances quand j'ai pas envie de les faire, parce que moi aussi des fois j'ai pas envie de les faire. Ensuite je sais que ça me permet de faire une montée en charge progressive. Là j'ai choisi le marathon de Berlin parce qu'il se déroule en septembre et que je vais pouvoir m'entraîner tout l'été. Comme j'adore la chaleur, c'est vraiment agréable pour moi. Et là, si ça t'embête pas, j'aimerais commencer ma préparation après le marathon de Paris, c'est-à-dire vers le début mai, tranquillement, pour pouvoir monter en charge progressivement et arriver à la course au top de ma forme. Ok, on peut faire des préparations longues, donc tu travailles vraiment à l'américaine, c'est-à-dire avec des préparations sur plusieurs mois, alors que tu as déjà le niveau d'entraînement. On pourrait réduire ta préparation à 12 semaines, ça poserait aucun souci. Et pourquoi pas, moi ce que j'aimerais faire plutôt, c'est faire 12 semaines de préparation spécifique marathon, mais les 10 semaines d'avant, pas de problème pour qu'on l'intègre à la préparation du marathon, mais j'ai vraiment envie de te faire travailler un petit peu ta VMA courte et moyenne. Alors je sais que tu as peur par rapport à la blessure de l'année dernière, mais si on intègre de la musculation et que tu es très attentif aux douleurs, puisque je sais que tu t'es blessé alors que tu avais déjà mal et que tu as quand même été faire la séance, si on fait attention, je pense que ça va te permettre peut-être de gagner cette petite minute dont tu as besoin. Donc si tu es d'accord, on va mettre en place quelque chose comme ça. Écoute, si j'ai décidé de faire appel à un coach, c'est aussi pour suivre ce qu'il me dit, parce que sinon effectivement ça sert à rien. Donc je vais suivre tes recommandations. Moi je suis d'accord pour faire 10 semaines d'un petit travail de VMA avant d'attaquer les 12 semaines de prépa marathon. Oui, je suis vraiment pas contre ça. Donc voilà ce que je te propose. Alors tu sais comment je fonctionne, je travaille avec une application qui s'appelle Ideo. Je vais déposer les séances dessus. Tu auras tes allures, tu as tout ça, elle remonte sur ta montre, donc c'est super pratique. Je te demande de suivre les séances, de ne pas en faire plus, de ne pas en faire moins, mais si tu dois faire quelque chose de différent, c'est tu as le droit d'en faire moins, mais n'en fais pas plus. C'est-à-dire que quand on préverra un jour de repos, il faudra que tu prennes ce jour de repos, que tu ne trouves pas une raison pour ne pas le faire. D'accord? On va préparer ça donc, donc on a dit sur mai, juin, juillet, août et septembre, donc 6 mois pour préparer le marathon de Berlin. Moi ce que je te propose c'est qu'au milieu quand même on intègre, si on en trouve, des semis, voire même des 10 km que tu courras peut-être pas à fond, mais que tu pourras courir quand même assez vite, parce que j'ai vu tes perfs. Alors tu es un coureur, je vais l'analyser très vite, tu as des perfs sur 10 km qui ne sont pas en adéquation avec ton temps sur semi et ton temps sur marathon. Tu devrais courir le 10 km en 35 minutes et tu es plutôt en 36, même si c'est 36, 01, 02. Il manque une minute. Donc ça veut dire que tu n'as pas optimisé ce travail-là. Je te connais un petit peu, donc je sais que tu détestes la souffrance du 10 km. Mais si on veut aller chercher ce chrono, il va falloir travailler ça. Tu fais partie des coureurs que je considère comme très endurants. Donc on va travailler un petit peu ton point faible en conservant ton point fort, c'est-à-dire on va essayer de te faire aller un petit peu plus vite sur 10 bornes. C'est pour ça que j'ai besoin de ces 10 semaines pour te faire améliorer un peu tes chronos sur 10 bornes, où on va orienter sur des séances un peu plus courtes avec un peu plus d'intensité. Tu fais partie de ce peu de coureurs qui ont besoin de ça. La plupart des temps, les autres coureurs ont besoin de faire l'inverse. Ils ont des chronos sur 10 bornes qui sont pas mal, mais ça se dégrade au fil des distances. Et c'est pour ça que quand on prend les plans d'entraînement qu'on trouve dans la presse ou dans les logiciels
automatique, ben, il y a des séances de VMA dans tous les sens, alors qu'il y a plein de gens qui en ont absolument pas besoin, puisque, comme j'expliquais tout à l'heure à un de mes coureurs au téléphone, si tu cours ton marathon à 70% de ta VMA, si tu augmentes ta VMA d'un demi-kilomètre-heure, ben, tu vas gagner rien du tout. Si par contre tu cours ton marathon à 75% de ta VMA, le résultat final ne sera pas le même. Alors toi tu es déjà très haut dans les pourcentages, donc toi on va être obligé d'essayer de gratter un petit peu en VMA. Je sais que tu as fait un test de VMA il n'y a pas très longtemps où tu avais 19,5. L'idée c'est de conserver cette VMA, voire même de la gratter un petit peu, on ne sait jamais, ce qui te permettrait d'aller chercher un chrono un petit peu mieux. Donc je pense qu'on a survolé, tu as le temps de t'entraîner, tu as la motivation pour t'entraîner, tu as les qualités physiques qui te permettent de t'entraîner. En point d'amélioration, ton alimentation. En point d'amélioration, on n'en a pas parlé, mais je le sais, donc je vais en parler maintenant, c'est que tu dors très peu, tu dors que 4 heures par nuit. Alors tu expliques à tout le monde que tu as un sommeil profond qui est énorme, ce qui est vrai, puisque tu dors quasiment 2 heures de sommeil profond sur 4 heures de sommeil. Si tu pouvais dormir 2 heures de plus au niveau récupération, ça serait toujours mieux. Donc mieux manger, mieux dormir, être plus attentif aux douleurs. Ça c'est là ce qui t'incombe. Moi de mon côté, on va couper ta préparation en deux parties. Une partie où je vais te faire travailler ta VMA pour augmenter un petit peu ta vitesse sur la VMA courte, la VMA moyenne, la VMA longue, en faisant attention de ne pas se blesser. Pour ça, on va intégrer une séance de musculation par semaine, si tu es d'accord bien entendu. Et ensuite, les 12 dernières semaines, c'est-à-dire juillet, août et septembre, on basculera sur de la préparation pure et dure en continuant la musculation, puisqu'on sait maintenant qu'il faut continuer très tard, puisqu'on peut s'arrêter 10 jours avant. Parce que sinon on perd les effets qu'on a gagnés en réduisant un petit peu sur la fin, mais on va conserver la musculation très longtemps pour que tu n'aies pas ces problèmes musculaires en fin de marathon ou problèmes musculaires même rapidement dans le marathon. Et si tu es ok, on fera une fois par semaine un débrief sur WhatsApp, hein, comme je fais régulièrement. Tu m'enverras un petit peu tes sensations de la semaine, puisque moi je verrai tes courses sur l'application IDEO, voire même sur Strava si tu es sur Strava, mais je n'aurai pas ton ressenti. Avec ton ressenti en fin de semaine, en me disant, bah écoute, la séance elle était trop difficile, elle était trop dure, j'aime pas du tout, j'aimerais une autre séance. Moi ça me permet de modifier chaque semaine un petit peu ce que tu fais, puisque je pose ton plan d'entraînement, mais tu as vu, l'idée c'est moi je vais te poser 2-3 semaines d'entraînement, mais en fonction de tes retours, je modifierai les séances, que ça soit en intensité, en longueur, etc. On s'adaptera en fonction de tes retours. Ensuite, en plus du débrief une fois par semaine sur WhatsApp, on peut se fixer des rendez-vous téléphoniques. Alors, comme je disais tout à l'heure à un autre coureur, moi j'ai pas de limite, je dis pas c'est 0, 1, 2, 3 en fonction de ce que tu peux payer. Moi les rendez-vous téléphoniques c'est vraiment à la demande. C'est-à-dire quand il y a une vraie raison de se parler au téléphone, on se parle au téléphone. On reste pas figé sur quelque chose qu'on a mis en place au départ qui ne sera plus valable dans quelques mois. À côté de ça, on va pas faire de test de démarrage avec toi puisqu'on a toutes tes données. Par contre, ce que je te propose, c'est avant d'attaquer la période marathon spécifique, de refaire un test VMA pour voir où on en est. Si tu as réussi à conserver ta VMA, voire même à en gratter un petit peu, ça nous permettra de réajuster un petit peu les allures. Parce que là, on va partir sur les données qu'on connaît. On a ton objectif, on sait que tu es capable de tenir à peu près ces allures-là. Donc malgré que tu ne sois pas en super forme, on va vite mettre en place ces allures-là pour que ton cerveau se réhabitue directement. À toi d'adapter en fonction de tes sensations du jour. Il est bien entendu que quand je te dis de courir par exemple 30 minutes à l'heure marathon à 3,54, si ce jour-là t'es pas bien et que tu cours à 3,58, c'est pas très grave. Si le lendemain tu es vraiment beaucoup mieux et que tu as une autre séance de ce type et que tu veux courir à 3,50, c'est pas grave non plus, hein. La sensation est quand même quelque chose de super important et c'est pour ça que toi tu dois me faire des retours en me disant je suis super facile, c'est très dur, etc. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si ça t'intéresse, on attaque tout de suite. Je vais t'envoyer quelques documents. Donc tu vas avoir, à partir de demain, tu auras sur l'application IDEO, tu auras tes séances. On est en contact permanent sur WhatsApp. Donc tu me poses toutes les questions que tu veux, bien entendu. J'essaie d'y répondre toujours dans la journée. Ça, tu peux être sûr que je le ferai. Et en fin de semaine, tu me fais ton débrief. Tu m'annonces aussi les problèmes que tu as pour les semaines suivantes, un voyage professionnel, quelque chose qui ne va pas, etc. etc. De façon à ce que je puisse adapter ce que je te demande de faire. Voilà, je te laisse Michel et je te dis à bientôt. Et puis je pense qu'on va faire du bon boulot ensemble. Voilà les coureurs. Alors ça vaut ce que ça vaut. C'est un entretien que j'aurais pu faire avec un coureur
J'ai pris quelqu'un que je connaissais bien puisque je me suis fait un auto-entretien. J'espère que c'était pas trop nul. Alors j'ai oublié plein de choses, mais bien entendu je demande aux gens s'ils ont des enfants, si leur métier est fatigant, s'ils passent du temps debout, s'ils ont des contraintes familiales, enfin tout ça pour que moi je puisse leur faire quelque chose qui correspond. C'est exactement l'inverse de ce qu'on fait tous. On prend un plan d'entraînement, on adapte sa vie au plan d'entraînement et pendant 3 mois, on s'écarte un peu de la vie de tout le monde en disant « Attends, je prépare mon marathon, je peux plus faire ça. » Non, non, moi je fonctionne pas comme ça, je fais l'inverse. Je demande aux gens qui m'expliquent leur vie, je demande aux gens qui m'expliquent leur vie professionnelle, leur vie familiale, leurs objectifs, leurs contraintes et je crée un plan d'entraînement qui va s'intégrer dans leur vie. Et comme ça, l'entraînement se passe bien, mais surtout ça ne perturbe pas suffisamment leur vie pour que ça pose un vrai souci. Et les résultats à la fin, ils sont tellement meilleurs. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. J'espère que ça vous a plu quand même. Dis-moi ce que vous avez pensé de ce petit truc un peu bizarre. Et puis on en reparle si vous voulez. Si vous avez des questions, toujours pareil, en commentaire ou en message personnel. Pensez à liker, à vous abonner et à partager ma vidéo. Si des potes vous disent « Ah mais ça sert à rien de prendre un coach », peut-être c'est le moment de leur faire voir.